La petite cuillère tomba des lèvres du petit Léo avec un tintement sec sur le sol en marbre, un son métallique qui déchira le calme de la terrasse surplombant la mer de Sardaigne. Les yeux de l'enfant s'écarquillèrent, emplis d'une peur soudaine et sans nom, tandis que sa poitrine commençait à se soulever dans une lutte désespérée pour l'air. Ses lèvres, un instant plus tôt rouges de yaourt à la fraise, viraient à un bleu sombre et terrifiant, la couleur de l'oxygène qui s'évanouit. Alessandro, Moretti se leva d'un bond, la panique lui glaçant le sang dans les veines, renversant sa chaise. « Léo! Oh mon Dieu, Léo !» hurla-t-il, se précipitant vers son fils qui perdait déjà connaissance dans ses bras. Isabella, sa splendide fiancée, poussa un cri aigu, une performance parfaite d'angoisse étudiée, portant ses mains à son visage, dans un geste théâtral. Mais depuis la cuisine, où elle finissait de débarrasser, Sofia, la domestique, vit la scène et sentit une terreur d'une nature complètement différente lui glacer les os. Ce n'était pas la panique aveugle d'un parent. C'était la reconnaissance froide et lucide d'un savoir ancien, une empreinte de mort qu'elle ne connaissait que trop bien. Cela ne pouvait pas être une simple crise d'asthme. Les symptômes étaient trop rapides, trop violents. Quelque chose de terrible se produisait, et elle sentit que le temps s'épuisait. La villa en Sardaigne était un chef-d'œuvre de design minimaliste, un cube de verre et de ciment blanc, niché dans la nature sauvage. Les immenses parois de cristal s'ouvraient sur la mer scintillante et le maquis méditerranéen, mais à l'intérieur, le luxe était froid, stérile, presque clinique. C'était le reflet parfait de la vie d'Alessandro, un milliardaire de 45 ans qui, depuis la perte de sa femme, s'était enfermé dans un deuil silencieux. Il avait comblé le vide de son existence avec le travail et, plus récemment, avec la beauté éblouissante et apparemment parfaite d'Isabella, un remède superficiel pour une blessure profonde. Isabella De Luca, 35 ans, était la perfection incarnée, un sourire charmant qui n'atteignait jamais ses yeux, une élégance étudiée dans chaque geste, la future épouse idéale pour un homme de son calibre. Mais derrière cette façade impeccable se cachait une âme aride consumée par l'avidité. Elle voyait le petit Léo, un enfant doux mais fragile de 6 ans, affligé d'allergies et d'asthme, non pas comme un futur beau-fils à aimer, mais comme le seul et agaçant obstacle entre elle et la fortune totale et incontestée de la famille Moretti, un problème à éliminer discrètement. Sofia Marino était l'âme silencieuse et presque invisible de cette maison. À 32 ans, ses yeux attentifs voyaient tout, la fragilité croissante de Léo, l'aveuglement émotionnel d'Alessandro et le vide prédateur derrière le sourire d'Isabella. Elle avait grandi avec sa grand-mère, une herboriste respectée et crainte, dans les montagnes escarpées de la Barbagia. D'elle, elle avait appris les secrets les plus profonds des plantes, celles qui apaisent la fièvre, celles qui calment la douleur et celles qui, silencieuses et belles dans les jardins, peuvent arrêter le cœur d'un homme. Un savoir qu'elle portait en elle comme un trésor et une malédiction. Ce jour-là, la tragédie éclata pendant le déjeuner, servi sur la terrasse balayée par le vent. Léo mangeait un yaourt qu'Isabella lui avait amoureusement offert, insistant pour le lui donner elle-même, un geste d'affection aussi rare que suspect. Les symptômes furent rapides, terrifiants, beaucoup plus violents qu'une crise d'asthme normale à laquelle l'enfant était malheureusement sujet. Tandis qu'Alessandro, désespéré et complètement impuissant, appelait l'ambulance. Sachant qu'il faudrait au moins 20 interminables minutes pour atteindre leur villa isolée, Sofia agit, poussée par un instinct plus fort que la peur. Elle ne pouvait pas attendre les secours. Elle savait, avec une certitude qui lui glaçait les os, qu'il n'avait pas 20 minutes, peut-être même pas 5. La cyanose, la paralysie respiratoire, c'était un empoisonnement, rapide et mortel. Pendant qu'Isabella feignait de consoler Alessandro, Sofia élaborait déjà un plan désespéré, une course contre la montre basée sur une connaissance qui, dans une salle de tribunal, aurait été qualifiée de sorcellerie, mais qui là, à ce moment, était le seul espoir de salut pour le petit Léo. Les symptômes, la rapidité et la couleur des lèvres, son esprit courut aux leçons sévères de sa grand-mère, aux histoires murmurées devant le feu sur d'anciens poisons utilisés par les bergers pour des vengeances silencieuses. Elle reconnut les signes, et elle comprit que ce n'était pas une allergie ni un malaise soudain. C'était une attaque délibérée, c'était un empoisonnement, et elle devait agir immédiatement, avant que le poison n'atteigne le cœur et ne l'arrête pour toujours.
Elle ne savait pas encore qui était le coupable, mais elle connaissait la signature chimique du tueur silencieux. Ignorant le chaos et les cris d'Isabella, elle courut dehors, vers le petit jardin d'herbes aromatiques qu'elle entretenait elle-même avec amour à l'arrière de la villa. Elle ne se dirigea pas vers la menthe ou le romarin. Elle alla droit à un coin isolé où poussaient des plantes que sa grand-mère lui avait appris à cultiver pour la connaissance, non pour l'usage. Des plantes qui contenaient de puissants antidotes, mais qui étaient elles-mêmes dangereuses si elles étaient mal utilisées. C'était un pari terrible, mais le seul qu'elle pouvait faire. Elle arracha une poignée de feuilles d'une plante spécifique, une plante aux feuilles brillantes et aux fleurs discrètes, que la plupart des gens auraient ignorées. Ses mains ne tremblaient pas. Son esprit était un scalpel, lucide, froid, concentré. Elle retourna en courant à la cuisine, jeta les feuilles dans un vieux mortier en marbre qu'elle utilisait pour le pesto, un objet humble qui allait devenir un instrument de vie ou de mort. Avec des gestes rapides et précis, presque rituels, elle les broya avec un filet d'eau, créant un extrait vert foncé, grossier mais puissant. L'odeur amère et piquante emplit ses narines, l'odeur du salut ou de sa propre perte. Si elle s'était trompée, elle aurait pu aggraver la situation, tuant elle-même l'enfant qu'elle essayait de sauver. Il n'y avait pas de temps pour réfléchir. Il n'y avait que le temps d'agir. Elle retourna en courant dans le salon, où Léo était maintenant presque inconscient dans les bras de son père, sa respiration un râle à peine perceptible, son petit corps flasque. Elle s'agenouilla, essayant de lui ouvrir la bouche pour lui administrer le liquide. C'est alors qu'Isabella intervint, sa fausse inquiétude se transformant en une rage furieuse, voyant son plan s'effondrer. « Que fais-tu, stupide paysanne ignorante » cria-t-elle, essayant de lui arracher le bol des mains. « Tu veux le tuer avec tes potions de sorcière? Laisse-le tranquille, les médecins arrivent !» Sa réaction était trop violente, trop désespérée pour n'être que de l'inquiétude. C'était la panique d'un assassin qui voit sa victime revenir à la vie. Sophia se leva, lui faisant face, et pour la première fois son regard doux et soumis avait disparu, remplacé par un acier froid qui fit même reculer Isabella. Sa voix, quand elle parla, était basse, mais chargée d'une autorité millénaire qui fit taire la pièce. Une autorité qui ne venait pas de sa position sociale, mais de sa connaissance. « C'est la seule chose qui puisse le sauver », dit-elle, et ses yeux se posèrent sur Alessandro, le clouant sur place par leur intensité, le forçant à écouter. Il a été empoisonné, avec du laurier rose. Je reconnais l'odeur douceâtre sur son haleine, une odeur d'amande amère que son asthme ne pourrait jamais produire. Et moi, ajouta-t-elle, sa voix se brisant à peine sous le coup de l'émotion et de la colère refoulée, je connais l'antidote. Le mot laurier rose tomba dans la pièce comme une sentence. Une plante ornementale commune dans tous les jardins de la villa, avec ses belles fleurs roses et blanches, magnifiques et mortelles. Une arme parfaite à la portée de n'importe qui. Isabella pâlit visiblement. Pendant une fraction de seconde, son visage parfait fut traversé par un éclair de pure panique, une expression de culpabilité si évidente que ce fut comme une confession silencieuse lue par tous. Elle avait commis une erreur fatale. Elle avait terriblement sous-estimé cette domestique silencieuse qui se déplaçait dans les pièces comme une ombre. Alessandro était paralysé, son cerveau en court-circuit, suspendu entre deux abîmes de terreur. La logique lui hurlait d'attendre les médecins, la science, la rationalité. Mais son fils mourait dans ses bras, et le temps était écoulé. Il sentait le petit corps devenir de plus en plus froid, la respiration de plus en plus faible. Il regarda la certitude glaçante et désespérée dans les yeux de Sophia, puis il regarda la terreur mal dissimulée et coupable dans ceux d'Isabella, et à cet instant, son cœur prit une décision que son esprit ne pouvait pas encore comprendre. Un pur et primordial instinct de père luttant pour son petit. « Laisse-la faire », rugit-il à Isabella, avec une force qu'il ne se croyait pas posséder, une voix qui venait du plus profond de son âme. Son cri rompit le charme. Isabella recula comme si elle avait été frappée, réduite au silence par sa fureur soudaine, son plan s'effritant entre ses doigts. Avec la permission tacite du père, Sophia s'agenouilla à nouveau. Avec des doigts délicats mais fermes, elle réussit à faire ingérer à Léo quelques gouttes de son antidote amer, priant tous les saints qu'elle connaissait, et surtout l'esprit de sa grand-mère, qu'il ne soit pas trop tard. Ces quelques minutes, avant l'arrivée lointaine des sirènes, furent les plus longues et les plus silencieuses de leur vie. Alessandro tenait son fils, le sentant froid contre sa poitrine,
impuissant. Sophia tenait son poignet, sentant le pouls faible et irrégulier, un papillon piégé entre ses doigts, espérant le sentir se renforcer. Et Isabella les regardait, la panique se transformant à nouveau en calcul froid. Son esprit travaillait déjà fiévreusement, tordant les faits, créant un nouveau mensonge, un nouveau piège diabolique pour se sauver. Sa première victime avait survécu pour l'instant. Sa seconde, Sophia, était sur le point de tomber dans son filet. Elle savait comment manipuler les hommes, comment utiliser sa beauté et sa position sociale. La bataille pour la vie de Léo venait de commencer. Et avec elle, une bataille bien plus sombre pour la vérité, une lutte entre le savoir ancien et la méchanceté moderne, entre l'humble sagesse de la terre et l'arrogance de l'argent. Mais Sophia ne savait pas encore que le monde moderne a ses propres règles et que sa connaissance était sur le point de devenir sa principale accusation. Le son des sirènes se fit plus fort, une plainte qui approchait, apportant avec elle la science, la loi et un nouveau et terrible niveau de danger pour Sophia. Elle ne savait pas encore qu'elle venait de signer sa condamnation aux yeux du monde. Elle avait sauvé un enfant, mais maintenant, elle devait se sauver d'une accusation qu'elle n'aurait jamais imaginée. La maison, autrefois seulement froide, était devenue un lieu de poison, à la fois littéral et métaphorique. Et Sophia se trouvait exactement au centre, avec un enfant innocent dans une main et une terrible vérité dans l'autre. Une vérité que personne, peut-être, ne la croirait. La porte s'ouvrit en grand et les ambulanciers entrèrent avec leur équipement. Mais ils n'apportaient pas seulement une civière et des défibrillateurs. Ils apportaient avec eux le doute, le soupçon et le début d'un cauchemar juridique qui mettrait à l'épreuve toute leur certitude. Si cette histoire a déjà touché votre cœur, laissez un like pour soutenir notre travail. Que Dieu vous bénisse. L'arrivée des ambulanciers fut une explosion de professionnalisme dans ce chaos émotionnel. Ils se déplacèrent avec une rapidité quasi brutale, branchant Léo à un moniteur, lui administrant de l'oxygène et des médicaments par voie intraveineuse. Alors qu'ils le chargeaient sur l'ambulance pour la course désespérée vers l'hôpital, le médecin-chef s'adressa à Alessandro, encore sous le choc. Sa chemise tachée de yaourt et d'extrait d'herbe. « Vous avez eu une chance incroyable, » dit-il, sa voix sérieuse et sans fioriture. « Quoique vous lui ayez donné un antidote végétal brut d'après les premières constatations, cela a ralenti l'absorption de la toxine cardiaque. Cela lui a probablement sauvé la vie. Nous donnons le temps d'arriver. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air de la terrasse, chargés d'un poids énorme. Alessandro regarda Sophia, dont la connaissance ancestrale, presque magique, venait d'accomplir un miracle contre toute logique scientifique. Mais Isabella, rusée comme un serpent, vit dans ces mêmes mots non pas un salut, mais une occasion en or, une façon de retourner l'échiquier en sa faveur, en utilisant la gratitude d'Alessandro comme une arme. La survie de Léo était un problème, mais la chute de Sophia pouvait être sa solution définitive. Il lui suffisait d'agir vite et intelligemment. À l'hôpital, alors que Léo était stabilisé dans l'unité de soins, intensif, entouré de machines qui émettaient des bips rassurants, la police arriva. La villa avait été isolée, bouclée, traitée comme une scène de crime. L'interrogatoire commença dans une petite salle froide et anonyme, éclairée par une lumière au néon qui rendait tout le monde plus pâle, plus fatigué et d'une certaine manière plus coupable. La beauté et la richesse étaient restées à l'extérieur, ne laissant que la dure réalité d'une enquête pour tentative de meurtre. Isabella, maîtresse de la manipulation et de la victimisation, joua son rôle à la perfection. Elle pleurait des larmes silencieuses, se tordait les mains couvertes de bijoux, son visage un chef-d'œuvre de douleur et d'inquiétude pour le petit Léo. « C'est elle », sanglota-t-elle, en désignant une Sophia épuisée et encore bouleversée assise en face d'elle. La domestique. Elle est obsédée par Léo et elle fait des choses étranges, effrayantes. L'accusation était si directe, si pleine d'émotions feintes, qu'elle semblait presque crédible. L'inspecteur, un homme pragmatique et sceptique nommé Fabri, la pressa avec une patience étudiée, habituée à toutes sortes de drames familiaux. « Quel genre de choses étranges, Madame de Lucas? Soyez plus précise, s'il vous plaît. » Son ton était neutre, mais ses yeux perçants ne manquaient aucun détail, aucun tremblement dans les voix des personnes présentes. « Des herbes, des potions, des trucs de la campagne, » dit Isabella, utilisant des mots étudiés pour paraître crédible et naïve, comme si elle décrivait un monde sombre et incompréhensible.
Elle a un jardin à l'arrière plein de plantes vénéneuses. Je viens de le découvrir. Je l'ai vue faire des infusions, parler toute seule aux plantes. Peut-être qu'elle a empoisonné Léo pour pouvoir ensuite le sauver et passer pour une héroïne à vos yeux, Alessandro, pour obtenir votre gratitude, votre argent. C'est une manipulatrice. L'accusation était aussi absurde que diabolique, construite avec une logique perverse qui pouvait facilement prendre racine dans un esprit bouleversé par la panique et la douleur. Et à ce moment-là, c'était la parole d'une riche et respectée mondaine, la future Madame Moretti, contre celle d'une humble domestique sarde dont le seul crime était de trop bien connaître la nature, celle qui guérit comme celle qui tue. Épuisée et sous le choc, Sofia tenta de se défendre, d'expliquer le savoir de sa grand-mère, un don précieux transmis de mère en fille depuis des générations. Mais ces mots, pleins de références à des traditions anciennes et à des remèdes naturels, sonnaient confus, superstitieux, presque comme un aveu de culpabilité face à la logique froide et sceptique de la loi. Elle avait l'impression de parler une langue que personne ne pouvait ou ne voulait comprendre. Alessandro était déchiré par un doute déchirant, un conflit qui le détruisait de l'intérieur. Son cœur, son instinct de père, lui disait que Sofia était innocente, qu'elle avait sauvé son fils avec un courage et une connaissance incroyables, un véritable miracle. Mais son esprit, entraîné par des années de cynisme et de trahison dans le monde des affaires, était terriblement vulnérable au doute. « Sofia connaît les plantes », dit-il à l'inspecteur, sa voix incertaine, presque un aveu qui sonnait comme une condamnation. Mais elle ne ferait jamais, jamais de mal à Léo. Elle l'aime comme si c'était son propre fils. C'est elle qui l'a élevé. Ses paroles étaient une faible défense, presque une prière. L'amour devient parfois une obsession, monsieur Moretti, répliqua l'inspecteur Fabri, avec une froideur professionnelle qui n'admettait aucune réplique, notant quelque chose dans son carnet. La situation de Sofia devenait mauvaise. Très, très mauvaise. L'héroïne se transformait aux yeux de la loi en principale suspecte. Dans les jours qui suivirent, alors que Léo se remettait lentement mais sûrement à l'hôpital, la villa devint un lieu de suspicion et de silence glacial. Sofia fut confinée dans ses quartiers, formellement pas en état d'arrestation, mais de fait prisonnière, en attendant que l'enquête suive son cours. Il lui fut interdit de voir Léo, une torture psychologique pire que n'importe quelle cellule de prison, une douleur sourde et constante. Isabella, en revanche, prit le contrôle total de la situation et de la maison. Elle était toujours aux côtés d'Alessandro, jouant le rôle de la fiancée forte et solidaire, son ancre dans la tempête, la seule personne en qui il pouvait avoir confiance. Mais la nuit, quand il s'effondrait dans un sommeil épuisé et plein de cauchemars, sa vraie nature émergeait. Elle commença à démanteler systématiquement, avec une cruauté méthodique, le petit monde de Sofia. Sous prétexte de sécuriser la propriété contre tout danger, elle donna l'ordre au jardinier de déraciner complètement le jardin d'herbes de Sofia. Chaque plante, médicinale ou non, fut arrachée et brûlée dans un coin du parc. Elle qualifia ce lieu de repère de sorcellerie, un danger inacceptable pour la sécurité de l'enfant, et s'assura qu'Alessandro voit la fumée s'élever vers le ciel. Puis elle s'attaqua aux effets personnels, aux petites traces que Sofia avait laissées dans la maison. Elle jeta les petits objets que la domestique avait fabriqués à la main pour Léo, ses dessins d'animaux accrochés dans la cuisine avec un aimant, ses livres de contes sardes qu'elle lui lisait le soir. Chaque geste était un acte d'effacement, une façon d'éliminer l'influence et la mémoire de Sofia de la maison, et surtout de la vie d'Alessandro. Sofia, depuis la fenêtre de sa chambre, voyait son jardin détruit, la terre nue et brûlée, et sentait son cœur se briser en 1000 morceaux. Elle se sentait impuissante, piégée, comme une de ces plantes déracinées et jetées au feu. Sa connaissance, son don le plus précieux, avait été transformée en une arme contre elle, la preuve de sa prétendue culpabilité. La gratitude d'Alessandro, qu'elle avait vu briller si clairement dans ses yeux à ce premier moment sur la terrasse, s'était transformée en un doute angoissant qui le rendait distant et froid comme le marbre de ses sols. Alessandro vivait dans un entre-deux de douleur et de confusion. Il allait à l'hôpital, passait des heures à regarder son fils dormir, un miracle vivant qui respirait tranquillement, puis rentrait dans cette maison froide et silencieuse qu'il ne sentait plus comme la sienne. Isabella était toujours à ses côtés, une présence constante lui murmurant à l'oreille, empoisonnant ses pensées goutte à goutte. « Tu vois, mon chéri, sans elle, la maison est plus sûre.
Plus calme, disait-elle en lui caressant la main de ses doigts froids. Nous devons protéger Léo à tout prix. Cette femme est instable. Sa connaissance est dangereuse précisément parce qu'elle n'est pas contrôlée. Ce n'est pas de la science, c'est de la superstition. Et la superstition n'apporte que des ennuis. Nous l'avons vu. Ces paroles étaient comme des gouttes d'eau qui, jour après jour, creusent la roche la plus dure. Alessandro commença à douter de lui-même, de sa propre perception, de son instinct. Et si Isabella avait raison? Et si son désir de croire en Sofia, en l'héroïne inattendue, l'aveuglait, le rendant vulnérable à une manipulation encore plus subtile? La peur de se tromper à nouveau, de mettre une fois de plus son fils en danger, était paralysante. Il se sentait faible, confus, un homme puissant réduit à une marionnette entre les mains de deux femmes, dont l'une devait forcément être une menteuse. Mais laquelle? Isabella comprit que c'était le moment de clore la partie, de porter le coup de grâce. La police enquêtait toujours, mais était dans une impasse sans preuve concrète. Elle avait besoin de quelque chose de définitif, d'une pièce maîtresse pour piéger Sofia une fois pour toutes. Et, comme toujours, elle décida de la créer. Elle savait que Sofia gardait dans sa chambre un vieux livre d'herboristerie de sa grand-mère, un cahier usé écrit à la main, plein de notes et de dessins de plantes. C'était son trésor le plus précieux, l'héritage de sa famille, le symbole de sa connaissance, et il allait devenir sa condamnation. Une nuit, alors que Sofia dormait d'un sommeil agité et plein de cauchemars, Isabella utilisa un passe-partout qu'elle avait subtilisé au gardien pour entrer dans sa chambre. Elle se déplaça comme une ombre, sa respiration contrôlée, son cœur battant un rythme froid d'excitation pour sa propre audace. Elle trouva le livre sur la petite table de chevet, avec des doigts attentifs couverts d'un gant fin pour ne pas laisser d'empreinte. Elle l'ouvrit. Puis, de sa poche, elle sortit un stylo-plume à l'encre sépia qui imitait l'ancienne. D'une écriture qui tentait maladroitement de copier celle, soignée, de Sofia, elle ajouta une nouvelle page au livre. Sur cette page, elle dessina une fleur de laurier rose, avec des détails presque enfantins, comme si cela avait été fait à la hâte. Et à côté, elle écrivit des notes dans un sarde approximatif et délibérément agrammatical. Petite dose, grande faiblesse. Dose moyenne, sommeil profond comme la mort. Forte dose. Elle laissa la phrase en suspens, une menace glaçante. Puis, avec soin, elle remit le livre à sa place parmi les quelques affaires de Sofia. Le lendemain, avec un jeu d'actrice consommé, elle se rendit chez l'inspecteur Fabry. « Inspecteur, dit-elle, là, voix brisée par de faux sanglots, les mains tremblantes. J'ai un terrible soupçon, une pensée qui me tourmente la nuit. Peut-être devriez-vous fouiller la chambre de la domestique. J'ai une peur terrible de ce que vous pourriez trouver. » La police, disposant maintenant d'un motif valable et d'une demande formelle de la part de la victime présumée, obtint facilement un mandat de perquisition. L'opération fut rapide, presque une formalité. Et bien sûr, ils trouvèrent le livre. La page ajoutée par Isabella fut comme un aveu signé. La preuve reine qu'il cherchait, le pistolet fumant. Lorsque l'inspecteur montra le livre à Alessandro, celui-ci sentit le monde s'effondrer sous ses pieds. Le dessin, les notes, cela semblait une preuve accablante, un plan prémédité et diabolique. Son dernier et faible doute s'éteignit, remplacé par une terrible et amère certitude. Il s'était trompé. Il avait cru une manipulatrice, un monstre. Sofia fut emmenée par la police pour un interrogatoire formel, cette fois en garde à vue, sous l'accusation de tentative de meurtre. Alors qu'elle traversait le salon, escortée par deux agents, ses yeux croisèrent ceux d'Alessandro. Dans ce regard, elle ne lut plus le doute, mais une déception froide et distante. Ce fut cela plus que les menottes invisibles qui lui brisa définitivement le cœur. Isabella s'approcha d'elle, alors que les agents la tenaient par le bras, feignant de lui dire au revoir d'un geste. « Je t'avais dit que je te détruirais » lui siffla-t-elle à l'oreille, sa voix un triomphe venimeux qu'elle seule pouvait entendre. « Maintenant, Alessandro est à moi, et tu pourriras dans une cellule pour le reste de ta vie. » Sofia se sentit sombrer dans un abîme sombre et sans fond. Elle était seule, accusée d'un crime horrible, trahie par l'homme qu'elle avait tenté d'aider de toutes ses forces. Tout espoir était perdu. Le mensonge d'Isabella avait gagné, et la vérité était enterrée, comme les racines de son jardin détruit. C'était le point le plus bas, le moment où l'obscurité semblait avoir tout englouti. Le poste de police était gris, l'air vicié par l'odeur de désinfectant et de désespoir humain. Sofia était assise dans une salle d'interrogatoire dépouillée,
les paroles de l'inspecteur Fabry ricochant dans sa tête comme des balles de glace. Le livre, la page manuscrite, l'accusation formelle de tentative de meurtre. C'était un cauchemar éveillé dont elle ne parvenait pas à sortir. Elle ne cessait de répéter la vérité, mais sa voix n'était qu'un murmure contre l'ouragan des preuves fabriquées contre elle, une vérité que personne ne semblait vouloir écouter. Dans sa villa, Alessandro errait dans les pièces silencieuses, se sentant comme un fantôme dans sa propre vie, un roi dans un royaume de cendres. La déception était un goût amer dans sa bouche, âcre comme la fumée d'un incendie. Il avait cru Sofia, s'était ouvert à elle, et elle l'avait trahi de la manière la plus terrible. Isabella était à ses côtés, une présence constante et rassurante, son rocher dans cette tempête. Mais quelque chose, au fond de son âme, n'était pas en paix. Un petit caillou dans la chaussure de sa certitude le tourmentait. Ce quelque chose était une image, un souvenir d'une fraction de seconde que son esprit ne cessait de rejouer. L'image du visage d'Isabella, à ce premier moment chaotique sur la terrasse, lorsque Sofia avait prononcé avec tant d'assurance le mot « laurier rose ». Ce n'était pas une expression de surprise. C'était une panique pure et incontrôlée, un souvenir presque effacé par le chaos qui a suivi, mais qui maintenant, dans le silence assourdissant de la maison, remontait à la surface, insistant et agaçant, comme une alarme qu'on ne peut éteindre. Il décida de faire quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé faire. Il s'enferma dans son immense bibliothèque, non pas pour lire, mais pour chercher. Il alluma l'ordinateur. Il commença à faire des recherches sur le laurier rose, se plongeant dans des articles de botanique et de toxicologie, lisant des cas cliniques et d'anciens remèdes. Il découvrit que c'était l'une des plantes les plus toxiques de la Méditerranée. Mais il découvrit aussi autre chose, un détail, un petit détail crucial qui changea tout. Il lut que le poison du laurier rose, s'il est ingéré, laisse une odeur particulière, douceâtre et presque amandée, dans la laine de la victime. Une odeur subtile, qu'un profane, surtout dans la panique, ne remarquerait jamais. Mais lui, dans ses moments de terreur, n'avait rien senti. Sofia, si, elle l'avait dit avec une clarté désarmante. Je reconnais l'odeur douceâtre sur son haleine. Comment pouvait-elle le savoir si c'était elle qui l'avait administré? C'était un détail trop spécifique, trop authentique pour faire partie d'un mensonge. Le doute, qu'il croyait avoir enfin étouffé, lui mordit à nouveau le cœur, plus fort et plus affamé qu'auparavant. Il commença à réfléchir, à rassembler les pièces du puzzle, mais d'une perspective complètement différente. La froideur d'Isabella, sa hâte presque obscène d'accuser, la destruction rituelle du jardin de Sofia. Et puis, il se souvint d'autre chose. Un autre détail enfoui dans sa mémoire. Le jour de l'empoisonnement au déjeuner, Isabella avait insisté pour donner elle-même le yaourt à Léo, un geste étrange, étant donné qu'elle ne s'était jamais vraiment intéressée à son alimentation. Et il se souvint de l'avoir vue, de temps avant, revenir du jardin où elle admirait les fleurs, comme elle l'avait dit. Et il se souvint qu'elle avait porté ses élégants gants de jardinage en cuir fin. Une idée folle, une hypothèse terrifiante, commença à prendre forme dans son esprit, reliant tous les points épars. Il se leva brusquement de son fauteuil en cuir, le cœur battant fort, non plus de peur, mais d'une nouvelle et terrible lucidité. Il n'y avait qu'une seule façon de savoir la vérité, de confirmer son horrible soupçon. Il prit les clés de sa voiture et sortit en courant de la villa, laissant Isabella surprise et confuse sur la terrasse, un verre de vin à la main. Il conduisit jusqu'au poste de police comme un fou, ignorant les limitations de vitesse. Il demanda à parler d'urgence à l'inspecteur Fabry. « Il y a une chose que nous n'avons pas vérifiée, » dit-il, sa voix chargée d'une nouvelle énergie fiévreuse qui surprit le policier. « Le pot de yaourt. L'avez-vous encore parmi les pièces à conviction ?» L'inspecteur, perplexe mais intrigué par cette étrange demande, l'emmena à l'entrepôt des preuves. Le pot était là, dans un sac en plastique scellé, un petit objet insignifiant qui contenait maintenant le destin de tous. « Je veux que vous le fassiez analyser à nouveau, » dit Alessandro. « Mais ne cherchez pas le poison seulement à l'intérieur. Cherchez-le aussi à l'extérieur, sur le bord et sur le manche de la cuillère. »« Pourquoi ferions-nous cela ?» demanda l'inspecteur, son esprit logique n'arrivant pas à suivre ce saut intuitif. Alessandro le regarda droit dans les yeux, et dans ce regard, il y avait la froide lucidité d'un homme qui venait de voir la vérité nue et crue. Parce que le poison n'a pas été mélangé au yaourt. Cela aurait altéré le goût,
Et mon fils, qui est très difficile, ne l'aurait jamais mangé. Il a été soigneusement étalé, là où seules les lèvres et les mains d'un enfant auraient pu le toucher. Puis, il lâcha la bombe, la preuve finale qui démasquerait Isabella et sauverait Sofia. Et il y a autre chose. Mon fils Léo est gravement allergique au latex. Quiconque s'occupe de lui comme Sofia sait qu'on ne peut jamais utiliser de gants pour toucher sa nourriture. Il faut toujours se laver les mains avant. La seule personne que j'ai vue manipuler ce pot avec des gants de jardinage ce jour-là, c'est Isabella. La logique de sa déduction était glaçante et impeccable. S'il trouvait des traces de poison à l'extérieur du pot et si les seules empreintes digitales trouvées sur le pot étaient celles d'Isabella, imprimées à travers le tissu fin de ses gants, la vérité éclaterait. Le piège d'Isabella n'était pas parfait. Elle avait laissé une trace invisible, une erreur fatale. L'inspecteur Fabry comprit immédiatement. Son expression changea, son esprit de policier assemblant les pièces du puzzle en une nouvelle et terrible image. Il ordonna que les analyses soient effectuées de toute urgence, cette fois avec une direction claire et précise. Pendant qu'ils attendaient, Alessandro demanda à voir Sofia. Il la trouva dans la même pièce dépouillée, son visage marqué par la fatigue et la résignation la plus profonde. Quand elle le vit, un éclair de douleur traversa ses yeux, comme si sa seule présence était une autre accusation, une autre déception. « Je suis désolé, Sofia, » dit-il, sa voix brisée par le remords. « J'ai douté de toi. J'ai été un aveugle, un idiot. » Il lui raconta sa théorie, ses soupçons, la nouvelle enquête qu'il avait demandée. Et pour la première fois depuis des jours, une lueur d'espoir, fragile mais tenace, s'alluma dans les yeux de Sofia, une petite lumière dans l'obscurité. Quelques heures plus tard, l'inspecteur Fabry entra dans la pièce. Il tenait 2 rapports à la main, son visage impassible, mais ses yeux disaient tout. « Monsieur Moretti, » dit-il, d'un ton qui était maintenant chargé d'un nouveau respect. « Vous aviez raison. Sur toute la ligne. Le poison se trouvait exactement là où il l'avait dit, en traces infimes mais sans équivoque. Et les analyses graphologiques sur le livre de la grand-mère de Sofia avaient révélé, sans l'ombre d'un doute, que la page incriminée avait été écrite avec une encre chimiquement différente et par une main différente. L'écriture était une imitation maladroite et grossière. Le piège d'Isabella était complètement, irrémédiablement démasqué. Isabella fut convoquée au poste sous prétexte de devoir signer des documents pour la libération de Sofia. Quand elle entra dans la salle d'interrogatoire et vit Alessandro, Sofia et l'inspecteur qui l'attendaient avec les rapports étalés sur la table comme les cartes d'une main perdante, elle comprit que le jeu était terminé. Elle essaya de nier, de pleurer, de manipuler une dernière fois, sa performance la plus désespérée et pathétique. Mais face aux preuves accablantes, son château de mensonges s'effondra misérablement, révélant les fondations pourries de haine et d'avidité sur lesquelles il avait été construit. Acculé, sa façade se brisa, révélant le monstre qui se cachait sous sa peau parfaite. « Je l'ai fait, oui !» siffla-t-elle, son visage tordu en une grimace de haine pure. « Cet enfant était un obstacle, une erreur. Tu devais être à moi seul, Alessandro, et cette stupide paysanne te prenait loin de moi. J'ai fait ce que je devais faire. » Sa confession, si crue et sans remords, glaça le sang de toutes les personnes présentes. Elle fut arrêtée immédiatement pour tentative de meurtre et calomnie. Alors qu'on l'emmenait, elle lança un dernier regard venimeux à Sofia. Mais Sofia ne la regardait plus. Ses yeux étaient fixés sur Alessandro, dans un mélange de gratitude et d'un sentiment nouveau, plus profond qui naissait sur les cendres de cette terrible tragédie. Aimez-vous cette histoire? Votre like nous aide beaucoup à continuer. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la fin. Maintenant, nous continuons la vidéo. L'arrestation d'Isabella fut comme un tremblement de terre qui, après avoir secoué la terre jusqu'à ses fondations, laisse derrière lui un paysage méconnaissable. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans l'élite, devenant le scandale de l'été, le conte de fées noires murmuré dans les salons mondains. Mais à l'intérieur de la villa, une fois les journalistes partis, un silence différent s'installa, non plus chargé de tension, mais d'une gêne profonde et d'un besoin désespéré de guérison. Alessandro se sentit complètement vidé. La révélation de la vraie nature d'Isabella ne lui apporta aucun sentiment de triomphe, mais une tristesse profonde et amère. Il réalisa à quel point il avait été aveugle, à quel point sa douleur l'avait rendu vulnérable à la manipulation la plus grossière. Sa plus grande faute, sentait-il,
était d'avoir douté de Sofia, de l'avoir presque sacrifiée sur l'autel de sa propre et coupable naïveté. Il aurait pu perdre son fils et détruire une vie innocente. Le jour où Sofia fut officiellement libérée et blanchie de toute accusation, c'est lui-même qui alla la chercher au poste de police. Le trajet de retour vers la villa fut silencieux, chargé de tous les mots qu'il ne parvenait pas à dire, un silence lourd comme une pierre. Quand ils arrivèrent, il la conduisit dans son bureau, le même endroit où, quelques jours plus tôt, il l'avait regardée avec suspicion et déception. « Sofia », lui dit-il, sa voix pleine d'un remords sincère et tangible, sans chercher d'excuses. « Aucun mot, aucun geste ne pourra jamais effacer ce que je t'ai fait subir. Je t'ai accusé, je t'ai abandonné au moment où tu avais besoin d'aide. Je te demande pardon, même si je sais parfaitement que je ne le mérite pas. » Il s'attendait à de la colère, du ressentiment, mais il n'était pas préparé à sa réaction. Sofia le regarda. Elle ne vit pas un milliardaire puissant s'excusant auprès de sa servante, mais un homme blessé, faisant face à ses démons. Tout, comme elle. La seule chose qui compte, c'est que Léo aille bien, répondit-elle avec une simplicité qui le désarma complètement, et que la vérité ait éclaté. Le reste n'est que de l'eau qui a coulé sous les ponts. Sa capacité à pardonner, son absence totale de rancune, frappèrent Alessandro plus que toute autre chose. Il comprit à ce moment-là que la vraie force, la vraie noblesse, ne résidait pas dans son compte en banque ou son pouvoir, mais dans la gentillesse et la résilience inébranlable de cette femme qui avait affronté l'enfer et en était sortie le cœur encore intact. À partir de ce jour, les choses changèrent radicalement, de manière irréversible. Alessandro ne lui demanda pas de redevenir sa domestique. C'eût été une insulte, une négation de tout ce qui s'était passé. Il lui offrit un nouveau poste, créé spécialement pour elle, celui de gardienne de la villa et surtout du bien-être de son fils. Il lui donna un salaire généreux, une voiture et, plus important encore, sa confiance totale et inconditionnelle. Ensemble, ils commencèrent à reconstruire non seulement la confiance entre eux, mais la vie même dans cette maison. La première chose qu'ils firent fut de replanter le jardin d'herbe de Sofia, plus grand et plus luxuriant qu'auparavant. Ils travaillèrent côte à côte, les mains dans la terre, un geste symbolique pour faire renaître la vie là où il y avait eu destruction. Et dans ce geste simple, dans le silence de la nature, ils découvrirent une nouvelle et inattendue complicité. La villa, autrefois un lieu froid et de représentation, commença à se transformer en une vraie maison, un lieu de chaleur. Alessandro, guidé par la sagesse pratique de Sofia, redécouvrit le plaisir des petites choses, celles que l'argent ne peut acheter et qu'il avait oubliées depuis longtemps. Ils se mirent à cuisiner ensemble le soir, utilisant les herbes de leur jardin, remplissant les pièces silencieuses de parfums chauds et familiers, de vie. Les pièces se remplirent du son de la musique et surtout des rires de Léo. L'enfant se remit complètement, tant physiquement qu'émotionnellement. L'amour et la sérénité retrouvés étaient le meilleur remède à ses fragilités. Il devint l'ombre de Sofia, la suivant partout dans son jardin, apprenant le nom des plantes. Et il commença à regarder Alessandro, non plus avec crainte, mais avec une affection croissante, le voyant comme l'homme qui rendait sa tata Sofia heureuse. Le lien entre